Chers amis, je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Alors d'abord, je voudrais faire deux petits préambules. Le premier, c'est qu'avec mon épouse, nous étions il y a 8 jours à Fatima. Et dans le cadre du centenaire des apparitions de la Sainte Vierge, j'aimerais bien savoir ce que 100 ans plus tard, la Sainte Vierge qui a tant parlé du communisme quand elle est apparue à Fatima, nous dirait aujourd'hui. Ça nous intéresserait beaucoup et je ne suis pas sûr que ça nous mette de très bonne humeur. La deuxième chose, c'est que je voudrais vraiment remercier infiniment ce milieu de la résistance, si bien mis en avant tout à l'heure par l'intervention de notre ami Bernard Anthony. Nous devrions normalement, pour un centenaire du communisme, être 1000, 10 000, 50 000, avoir des manifestations de rue, et nous sommes 200. Nous sommes vraiment le sel de la terre, nous sommes la résistance telle qu'elle est dans sa plus belle acception du terme, le petit nombre, mais qui est prêt vraiment à soulever le monde. Et je vous remercie infiniment d'être là pour cela. Alors maintenant, je suis très embêté sur mon intervention parce qu'elle est très proche de celle de Jean-Pierre et elle recoupe énormément ce qui a été dit. Donc je vais me livrer à un exercice très périlleux. Je vais essayer, en vous parlant, de couper mon topo pour qu'il n'y ait pas de redite. Donc si c'est parfois un peu décousu, je vous prie de m'en excuser. Je n'ai pas le talent de tous ces orateurs, mais je vais essayer à mon très modeste niveau d'être explicite. Alors, on m'a demandé de répondre à une question très simple. L'idéologie marxiste et l'utopie communiste ont-ils encore un avenir? Et si oui, lequel? Donc vous voyez bien que les réponses ont été données partiellement, voire presque totalement. Alors, je voudrais développer quelques idées extrêmement simples. La première chose, c'est que finalement, qu'est-ce que le marxisme? Le marxisme, il y a deux points fondamentaux. Il y a une finalité et un moyen. La finalité, c'est évidemment la désaliénation de l'homme pour créer un homme nouveau. Voilà, ça tout le monde le sait, c'est extrêmement simple. Et le moyen, c'est la dictature du prolétariat. Tout à l'heure, nous verrons qu'on peut enlever le mot prolétariat. C'est la dictature tout court. Et finalement, ce que Marx rajoute, c'est-à-dire la socialisation des moyens de production, n'a strictement aucun intérêt. Parce que cette théorie dite scientifique n'est absolument pas scientifique. Marx est à la science ce qu'Attila fut à la douceur de vivre. Ça n'est absolument pas un scientifique. Alors arrêtons de nous raconter des histoires. Donc, dans cette définition, il y a deux points très importants. La finalité, création de l'homme nouveau, désaliénation de l'individu, pour avoir une liberté totale, le paradis sur terre, et puis le moyen qui est la dictature. Alors, depuis le XVIIIe siècle, en gros, à part quelques exceptions, toutes les révolutions, en fait, ont eu ces deux aspects. C'est-à-dire qu'elles ont voulu toujours créer un homme nouveau, et elles ont toujours pensé qu'une bonne dictature était probablement nécessaire. Et en cela, le XVIIIe siècle est un siècle pré-marxiste, au vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'il n'a pas fallu attendre que Marx s'exprime pour que le marxisme soit là. Regardons les choses d'un peu plus près, très concrètement. Si on regarde les Voltaire, Rousseau et autres Diderot, le but affiché, clairement affiché, est la désaliénation. Et la création de l'homme nouveau doit se passer par la déconstruction de toutes les structures d'autorité. Évidemment, l'Église, c'est le « écrasons l'infâme » de Voltaire, charmante expression. C'est Diderot, le philosophe adulé, le philosophe le plus magnifique, qui, dans la religieuse, dit des choses absolument épouvantables, sur l'Église notamment. Donc, il faut véritablement détruire les structures. Marx ne dit pas autre chose. Il faut bien détruire effectivement les structures de pouvoir, et il rajoute, parce qu'il fallait se rendre intéressant, la socialisation des moyens de production. Alors ça, c'est pour le XVIIIe siècle. Le problème, c'est qu'il faut maintenant un moyen. Ce sera donc la Révolution française. Une bonne révolution, une excellente dictature, et évidemment, l'homme nouveau va émerger. Mais que se passe-t-il? Tout cela s'écroule dans un brouhaha épouvantable. C'est-à-dire que la dictature est impitoyable, il y a un flot de sang qui suit
la mise en place de la Révolution française. Et il y a finalement un débouclage tout à fait inattendu, l'Empire autoritaire. Donc apparemment, tout est perdu pour les révolutionnaires pré-marxistes. En fait, rien n'est perdu. Et ils ont même gagné sans le savoir. En effet, que s'est-il passé? Eh bien, c'est que le virus de la Révolution va se mettre purement et simplement dans tous les cerveaux des élites, et notamment des élites françaises, qui, à partir de la Révolution, vont faire semer ce qui sera le terreau du marxisme. Voilà pour la partie du XVIIIe siècle. Alors, sautons un demi-siècle, c'est là où je tronçonne un petit peu mon exposé, et je m'en excuse, et on en arrive à la moitié du XIXe siècle. Émerge Marx et son fameux Capital de 1848. Et en fait, que dit Marx? Il faut désaliéner et donc créer l'homme nouveau. Il faut détruire d'ailleurs toutes les structures de pouvoir, et il nomme expressément, évidemment, la monarchie, tout ce qui est monarchique, l'Église, puisque les deux se font évidemment des courbettes en permanence, et puis, comme je le disais tout à l'heure, il rajoute une théorie pseudo-scientifique parfaitement contestable. Et finalement, la révolution de 1917 sera l'aboutissement de cette pensée. Et comme la révolution de 1789 se terminera par une dictature tout court, un flot de sang, une dictature stalinienne encore plus impitoyable que la dictature léninienne, et tout cela s'écroulera évidemment avec la chute du mur de Berlin. Alors, on pourrait dire, les révolutionnaires marxistes, là, véritablement, ont perdu. Pas du tout. Ils ont complètement gagné. Pourquoi ? Parce que, dès le début du XXe siècle, des communistes purs et durs, des marxistes de la première heure, vont bâtir une théorie pour prolonger la théorie de Marx. Ils ont bien compris que Marx, c'était très gentil, mais enfin, il n'y avait pas quoi fouetter un chat. Bon, ça pouvait être contesté, on n'y arriverait probablement pas. Et donc, on a des intellectuels qui ont été hommes et femmes de pouvoir. Je pense par exemple à Alexandra Kollontai, qui est donc une philosophe marxiste extrêmement connue, membre du Parti communiste, extrêmement influente dans l'URSS qui se crée, au point d'ailleurs que les communistes étaient en admiration devant elle. Et que dit la belle Kollontai? Elle dit, attendez, Marx, c'est très gentil, très bien. Entendu, sur le côté matériel, on va désaliéner par la socialisation des moyens de production. On ne va quand même pas trop critiquer Marx sur le sujet. La chose la plus importante, c'est en fait de faire une révolution psychologique des individus pour que le corps humain ne soit la propriété de personne. Et elle diffuse des idées féministes à l'intérieur du Parti communiste tout à fait extraordinaires. Et cette magnifique Alexandra Kollontai, alors là, je ne résiste pas à l'idée de vous dire très clairement ce qu'elle écrit. Donc, elle écrit ça en 1918. Donc, on est tout à fait au début de la Révolution. Le charmant Staline n'est pas encore là. Écoutez ce qu'elle raconte. La classe ouvrière, pour accomplir sa mission, a besoin non d'une esclave impersonnelle dans le mariage ou la famille, une esclave qui possède les vertus féminines de la passivité, quel mépris pour les femmes, entre parenthèses, mais a besoin d'une individualité qui se soulève contre tout asservissement, un membre conscient, actif, qui profite pleinement de tous les droits de la collectivité de classe. Et que rajoute Kollontai? C'est qu'il faut que le corps de la femme n'appartienne surtout plus à l'homme et que l'on ait un amour libre et inconditionnel, tout azimut. Et pour l'école Kollontai, dont honnêtement l'influence est considérable, on ne s'en rend plus compte aujourd'hui, on ne la connaît même pas de nom, mais son influence a été absolument considérable, eh bien, qu'a fait cette charmante jeune femme? Elle a introduit dans le Code civil soviétique de 1918 le droit au divorce et surtout
l'avortement libre et gratuit. Elle a mis le ver dans le fruit de façon très marxiste parce qu'elle avait compris que par ce passage-là, nous arriverions vraiment, nous, les communistes, à désaliéner l'homme. Alors, Staline lui-même, sûrement très soumis à cette pensée Kollontai, bizarrement, parce que ce n'est pas du tout l'image qu'il donne. Vous savez, le délicieux petit père des peuples, là, aux millions de morts, le charmant Joseph, qu'avait-il dit? Alors, je suis désolé, je n'ai pas la citation exacte, c'est dans les années 30, je l'avais exactement dans une autre intervention que je n'ai pas retrouvée avant de venir ici. Mais il avait dit, en gros, aux membres du Parti communiste dans un politburo quelconque, ne nous contentons pas d'essayer de socialiser les moyens de production pour désaliéner. Non, non, non. Le meilleur moyen de faire tomber les pays capitalistes, c'est de détruire l'image de la femme. Staline, le bon Joseph, pornocrate invétéré, détruire l'image de la femme. On voit bien ce que ça veut dire, hein, détruire l'image de la femme, mais on va en parler un tout petit peu plus tard. Alors, si Joseph le dit, on peut le croire, et les élites occidentales vont le croire. Et plus que jamais, les germes révolutionnaires vont se mettre dans toutes les têtes, et notamment dans les têtes des dites élites occidentales. Alors, sautons encore gaillardement quelques dizaines d'années et arrivons à la deuxième moitié du XXe siècle. Pour les élites mondiales, désormais habitées par le démon marxiste, la question est simplissime. Quel est le meilleur moyen, le moyen le plus sûr, le plus définitif pour désaliéner l'homme et la femme? C'est raté en 1789, c'est raté en 1917, il faut vraiment finir le travail. C'est l'expression d'ailleurs que vous avez soulignée plusieurs fois tout à l'heure, c'est l'histoire du payon. Il faut finir le travail. Eh bien, l'on va appliquer la très marxiste méthode Kollontai. L'on va désaliéner pour de bon en révolutionnant la psychologie humaine par une sexualité totalement libérée et totalement débridée. Émerge donc dans l'esprit 68ard, dans ses ors, dans ses pompes, dans ses grands maîtres, vous savez, les Marcuse, les Althusser, les Bourdieu, les Debord, pour ne citer qu'eux, je pourrais en citer d'autres. On pourrait aussi citer le très dramatique Cohn-Bendit, qui incorpore immédiatement ses idées et qui raconte avec gourmandise ses déviances sexuelles avec des petites filles de 5 ans. Et Cohn-Bendit aujourd'hui est adulé par les médias. Donc on voit bien que l'axe de la pornographie sous tous ses angles les plus dramatiques est un axe exceptionnel de destruction des sociétés. Alors pour tous ces porno-penseurs ou porno-acteurs, la révolution sexuelle est donc l'outil majeur de la désaliénation. Il traduira mécaniquement la destruction de toutes les structures de pouvoir et effectivement, quand on y réfléchit, c'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode. Détruire l'Église par la pornographie, c'est une très bonne méthode. Détruire la morale, détruire la culture par la pornographie, c'est effectivement une très bonne méthode. On emprisonne l'individu, on le transforme en fait en véritable individu sexuellement libéré, c'est-à-dire totalement chosifié, ouvert à tous les rapports les plus débridés, et tout ça marche très bien pour la grande œuvre de déconstruction. Les élites occidentales qui sont vraiment désormais imprégnées jusqu'aux os par le marxisme ne cessent en fait d'agrandir la brèche qui a été ouverte. Et les élites politiques s'en mêlent. Giscard et sa funeste loi sur l'avortement de 1974. Hollande et sa funeste loi sur le mariage dit homosexuel en 2013. Macron et ses très funestes futures lois sur la PMA et la GPA. Les élites et leur très funeste promotion de la pornographie pour tous, tout concourt à pornographier la société, à la lupanardiser, c'est dur à dire. C'est véritablement la pornographie pour tous
pour la grande désaliénation générale. Dieu merci, il reste encore des gens attachés aux valeurs traditionnelles. L'excellent DSK vient de se marier. Pour la 4e fois, il est vrai. Alors, pour conclure, la révolution pré-marxiste de 89, puis marxiste de 1917, n'ont en fait désaliéné personne, mais ont été de formidables machines à aliéner, avec évidemment des morts par dizaines de millions. La révolution libertaire, qui est fille de la révolution marxiste, dont la filiation est une évidence qu'on ne peut pas nier, affûte ses armes pour une installation durable d'une société pornographiée, aliénante comme jamais. Pour l'aboutissement de son projet, des outils de dictature sont d'ores et déjà utilisés, comme par exemple l'implacable dictature médiatique dans laquelle nous vivons. Puissions-nous, chers amis, résister de toutes nos forces pour contenir puis faire reculer la construction d'une société pornographiée aliénante qui risque véritablement de détruire l'humanité de la personne, devenue objet de consommation sexuelle indifférenciée. Perdre ce combat fondamental aboutirait à la consécration de la victoire de la pensée libertaro-marxiste, héritière des marxistes et des pré-marxistes, et qui pourrait d'ailleurs utiliser la violence toute marxiste de la dictature tout court pour mener, à mettre à bien sa déconstruction. Puissions-nous, chers amis, ne pas nous endormir face à ce drame qui est en train de se nouer sous nos yeux et dont nous ne savons véritablement pas quel en sera le débouclage. Je vous remercie pour votre attention.